Bonjour les amis et bonjour à tout le monde. Bonjour à même ceux qui ne sont pas mes amis. Hein? Donc quand même bonjour, je vous salue. Hmm, Je vais me présenter, me représenter je devrais dire parce que si vous êtes sur ma page ou si vous voyez cette vidéo, c'est qu'en majeure partie vous m'avez déjà au moins vu une fois ou vous êtes mon ami sur mes médias sociaux ou encore euh, quelqu'un a dû certainement partager ce que je vais dire ici avec vous ou vous l'envoyer d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, moi, je me présente, je m'appelle Didier Bidé, euh, originaire du Bénin. Je vis au Canada, précisément Montréal, depuis comme 10 ans. Je m'y plais bien. Et ceux qui me demandent souvent, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Ok, je vais vous répondre. Hmm? J'ai étudié en sociologie politique et droit international. Je crois que j'ai largement l'essentiel pour discuter avec n'importe qui que ce soit de n'importe quel sujet, politique, sociologie, géographie, pourquoi pas même économie et même des sciences. Parce que quand même, je suis allé à l'école, j'ai appris des choses, j'ai appris des choses aussi hors de l'école et je crois que c'est largement suffisant. Alors, je reprends la parole ce matin, je reprends la parole, je devrais dire ce matin, pour parler d'un fait, parler d'un fait. Et c'est sans oublier que je dois d'abord présenter une avance d'excuses. Une avance d'excuses, c'est-à-dire que je n'ai pas encore commis une faute qui demande que je présente des excuses, en tout cas pas à l'heure actuelle, à qui que ce soit. Mais je vais présenter ces excuses en avance par rapport à des gens qui se sentiraient frustrés, fâchés et mécontents des propos que je vais avancer dans, dans ce bout de temps-là que je veux parler avec vous, ou je veux vous parler. Parce que là, je parle seul, vous n'êtes pas là. Donc, je vous parle. Je ne parle pas avec vous, je vous parle. Deux choses différentes. So, c'est ça. Donc, mes excuses si vous êtes fâchés, pas content, mécontent, ou senti touché, ou votre religion ou votre foi touchée. Mes excuses. Votre perception du monde touché. Mes excuses. Votre perception de l'économie, de la politique, des relations internationales touchées. Mes excuses. Vraiment mes excuses. Je prends la parole justement ce matin pour parler un peu de politique avec vous. Généralement de politique africaine, mais aussi de politique précisément malienne. Et contrairement à ceux qui veulent faire de la politique sans faire de la religion, on va parler de la religion dans la politique malienne. Bon. Le Mali, territoire africain de plus d'1,2 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire, si on en croit les chiffres, plus grand que beaucoup de territoires qu'on ne saurait citer en Europe ou même en Amérique et autres. Regorgeant de tout, or, pétrole, tout ce que vous voulez. Le Mali est riche de richesses. Mais ce n'est même pas encore les richesses du Mali qui nous regardent aujourd'hui. Moi, sincèrement, souvent quand on parle des richesses même d'un pays, le pétrole, tout ça, moi, c'est des choses qui ne m'intéressent même pas. Ça ne m'intéresse même pas parce que ça ne se mange pas live. Comme on ne peut pas manger ça en même temps. Ça, c'est des trucs artistiques. Enfin, ça encore, c'est un autre sujet. Donc, les richesses du Mali, tout ça, ceux qui veulent des richesses, voilà, peuvent s'en occuper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les hommes maliens, le peuple malien, les gens qui habitent cette région sont vus, traités, menés par les politiques, les religions et par les paradigmes qui se créent eux-mêmes. C'est ça qui m'intéresse.
en politique. Donc, quand on prend le cas du Bénin, par exemple, je ne suis pas intéressé par est-ce que le Bénin a du pétrole, est-ce que le Bénin a de l'or, est-ce que le Bénin a ceci, est-ce que le Bénin a cela. Ça ne m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, c'est au cas où le Bénin n'aurait pas du pétrole, de l'eau, tout ça, comment est-ce que les Béninois feraient pour vivre pendant 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans? On ne parle pas de... Le pétrole, l'eau, tout ça, si vous suivez toujours même les informations de ceux qui vous disent il y a du pétrole ici, il y a de l'or là-bas, il y a du diamant ici, le pétrole et l'eau, tout ça, ça va finir. Enfin, si on suit leurs informations, ça encore, c'est un autre sujet. Donc moi, tout ça, ça ne me regarde pas. Les richesses des sols, ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est la politique pure, simple, la conception politique, les paradigmes politiques. Et le Mali, depuis, je vais dire 2012, le Mali est en train, dans pratiquement 10 ans bientôt, le Mali est dans une crise qui ne dit pas son nom. Et ça, c'est sans parler des crises successives issues de la fin de la colonisation ou, si vous préférez, du début du néocolonialisme. Donc, le Mali est dans certaines crises depuis cette époque cette crise a pris un grand tournant en 2012 quand des djihadistes ou des islamistes ou tout ce que vous pouvez les appeler ont décidé de s'accaparer du nord de tout un pays. Un groupe se lève, il dit bon, nous on rentre dans un pays, on prend le nord. Et on me dit que non, il faut négocier, il faut faire des pourparlers, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et depuis 10 ans, on fait des pourparlers, on négocie, on discute, on fait la guerre 2 jours, on s'assoit encore, on parle, on négocie, on dispute. Donc ça fait 10 ans qu'un pays est en guerre et a perdu tout, je vais dire plus de la moitié déjà de son territoire face à des djihadistes supposés, des islamistes supposés. Aujourd'hui, il ne reste pas grand chose du Mali que Bamako et des petites villes en descendant vers le sud. Là. Il ne reste pas grand chose. C'est-à-dire que le Mali que vous connaissez, si demain vous vous réveillez, on vous dit que bon, finalement, les conclusions de 10 ans de guerre, c'est que le Nord reste au groupe indépendantiste, Touareg, tout ça, qui ont pris la MNLA, tout ça, qui ont pris le pouvoir. Bon, moi, ça ne m'étonnerait pas tellement. Et que, bon, le Mali qu'on connaissait désormais, ça commence peut-être à Bamako et ça va vers la fin là-bas, vers le sud et les frontières Niger, Burkina Faso. Ça ne m'étonnerait pas parce que le mal est complètement consommé. Ça ne m'étonnerait pas parce que le mal est complètement fait et consommé. Le Mali, en 2012, quand après un coup d'État, les militaires ayant pris le pouvoir ont été forcés très rapidement de faire des élections et de faire entrer un président ou un homme politique qui ne soit pas militaire. On s'est empressé de le faire. Et une fois que cet homme ayant gagné les élections, Ibeka, arrive au pouvoir, il fait quoi? Il prend très vite son téléphone, il appelle la France pour réclamer ou demander une aide militaire parce que des Touaregs seraient en train de vouloir attaquer son pays. Je pense que juste là, tout le monde est d'accord. Alors, la France reçoit la requête de Ibeka et déclenche aussitôt une opération militaire qu'on va appeler l'opération Serval. Quand on parle de Serval, les gens pensent que c'est de la magie. Non, c'est pas de la magie. Le Serval, déjà, il faut ça. Quand on parle déjà d'opération, les gens pensent qu'on se lève comme ça, on décide des opérations, ou bien on dit, bon, telle opération va s'appeler et telle chose comme ça sur le hasard. Non. Les opérations ont un nom de code qui
déjà, par ce code, crée une ambiance égrégorique ou une puissance égrégorique qui va combattre contre une puissance égrégorique, une autre puissance égrégorique. Oui, les égrégores sont de retour et c'est là que la religion rentre en jeu en politique. On ne fait pas de guerre juste comme ça, comme ça on se tire dessus, tout ça, tout ça. Aucune des guerres qui soit racontée, citée dans ce monde-là ne s'est faite comme ça, aucune. Oui, il y a des raisons visibles pour le commun des mortels, comme on peut vouloir faire une guerre, justement, le cas du Mali, parce que des djihadistes sont arrivés, donc on déclenche une opération militaire pour aller contrer des djihadistes. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce que et c'est sur ça que tous les Africains sont cambrés depuis 10 ans. Il y a des djihadistes qui veulent attaquer le Mali, on déclenche une opération militaire pour aller contre-attaquer, sauver le Mali. 10 ans. Ça, c'est un truc. Un autre exemple de guerre, et la guerre en Côte d'Ivoire, opération Licorne. Licorne, je crois dans une récente vidéo, je vous ai déjà parlé de ce que c'est qu'une licorne. Une licorne, c'est du coup de perlimpinpin, c'est du Harry Potter en fait. Donc, quelqu'un qui veut combattre pour toi ou t'aider, il vient, il te dit, bon, lui débarque une opération Harry Potter, style. On revient au Mali. Donc, on déclenche l'opération Serval. Le Serval, le mot Serval, Serval c'est un animal. Le Serval est un animal carnivore, féroce. Comment je vais l'expliquer? Mais unique en son genre. Dans le sens où, même si on peut croire qu'il ressemble à un guépard ou un léopard, le Serval n'est pas de la même lignée animalière que le guépard, le léopard, le tigre, tout ça. Bien qu'il y ressemble. Ni de même qu'avec le lion. Le Serval, dans ce genre, si on prend le monde animal, le Serval, c'est un animal maléfique. Si on prend le monde animal même, le Serval, c'est un animal maléfique. Bon. La France déclenche une opération Serval pour arriver au Mali. Au Mali, qui est un pays dont les animaux totémiques représentent, entre autres, les hippopotames, les lions, les panthères pour certaines familles, et ainsi de suite. Donc la France vient avec une opération dénommée Serval, qui est un animal en griffe maléfique, pour sauver un pays dont l'animal totémique même, ou dont les animaux totémiques ou les représentations totémiques sont pratiquement, à part qu'ils ont qu'on appelle la carnivorité de commun, sont pratiquement à son antipode. Ça va aller où? Ça va aller où? Dites-moi. Ça, c'est pour parler du nom de l'opération. Donc, revenons maintenant dans le sujet qui nous regarde. Le Mali étant donc en guerre, il faut désigner contre qui on fait la guerre. On dit qu'on fait la guerre contre des islamistes, des djihadistes qui sont venus du nord et qui sont descendus de la Libye à cause de la chute de Muammar Kadhafi. Du kid libyen Muammar Kadhafi. Another subject. On va en parler. Donc, voilà des gens qui fuient leur pays légal, qui rentrent dans un autre pays pour saisir la plus grande partie, et même précisément la partie même où toutes les richesses de ce pays sont concentrées. Toutes les richesses de ce pays sont concentrées dans le nord. Et les djihadistes arrivent, ils encerclent cette zone, ils disent tiens, ça c'est notre zone. Et la France, pour sauver les Maliens, ou pour aider les Maliens, va déclencher une opération donc dite Serval et va aussi venir s'installer dans cette zone pour faire la guerre contre
les djihadistes, la MNLA, les nombreuses forces qu'il y a là. Hmm? Donc, la France s'installe. Mais depuis que la France s'est installée en 10 ans, la guerre n'a pas bougé d'un iota. Ou que la situation s'aggrave. De jour en jour, ces gens-là avancent vers Mali. Au début, quand la France s'est installée ou la France est arrivée pour faire la guerre, les premiers djihadistes, c'était vraiment des Arabes, ok, ou des Touaregs si vous préférez. Mais c'était quand même pas des gens noirs de peau. Il pourrait y avoir quelques noirs de peau parmi eux, mais en grande majorité, c'était pas des noirs de peau. Donc on ne pouvait pas dire que c'était une partie de qu'on appelle de du peuple malien qui se révoltait peut-être par exemple comme son gouvernement. On ne pouvait pas dire que c'était par exemple les Burkinabés ou les Maliens et ou les Nigériens ou les Tchadiens directement qui attaquaient le Mali. Très vite, on a compris que ces gens venaient de Libye, de par leur couleur de peau, de par l'information et la situation géopolitique du moment. 10 ans plus tard, on se retrouve devant une situation grave qui fait que chaque fois quand on présente les nouveaux djihadistes ou on désigne les nouveaux djihadistes, c'est pratiquement des Noirs. Donc, c'est à croire que ces Arabes, une fois qu'ils sont arrivés, ils se sont installés, ils ont maintenant embauché des Maliens, ou des Noirs en tout cas, pour faire la guerre à leur place. C'est à croire cela. Donc ça, c'est la situation générale du Mali, jusqu'à aujourd'hui. Et cette situation au Mali va s'étendre plus tard au Niger, où va aggraver des situations déjà préexistantes au Niger et au Burkina Faso. Et aujourd'hui, la menace se fait de plus en plus insistante que de ne pas nous inquiéter, mais ça doit arriver au Bénin, ça doit arriver en Côte d'Ivoire, au Ghana, à Lomé, c'est-à-dire sur les côtes. Sur les côtes. Là, on est sur les côtes. Parce que si les djihadistes arrivent au nord et qu'on ne leur souhaite pas ça, et ils ne pourront jamais. Ils ne pourront jamais, sauf si nos dirigeants qu'on appelle continuent à faire ce qu'ils font, mais ils ne pourront jamais. Donc, si les djihadistes arrivent au nord, par exemple, de ces pays côtiers-là, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, il reste quoi? Ils vont venir au sud. Ils vont prendre Cotonou. On fait quoi? On rentre dans la mer. On rentre dans la mer, si ce n'est pas déjà le cas. Si ce n'est pas déjà le cas, qu'on rentre dans la mer pour dégager. Alors, toute cette démonstration revient à dire que la guerre qui se passe ou qui a été déclenchée en 2012 au Mali et qui a connu ses prémices en 2011 en Libye est bel et bien une guerre des races. Certes, maquillée, manipulée pour y intégrer quelques frères noirs, je les appellerai même pas frères, quelques noirs à tout hasard, pour donner l'impression que ce n'est certainement pas une guerre raciste ou raciale, que ce n'est certainement pas une guerre qu'on appelle religieuse, mais juste des protestations politiques qui ont mal tourné et tout. Ça, c'est des détails entre eux. Donc, IBK ayant pris le pouvoir et ayant commencé par gérer certaines opérations avec le Mali, en bout de 8 ans de gestion du pouvoir, c'est-à-dire un mandat plus un deuxième entamé, n'a pas pu régler la crise, la crise ou la guerre qu'il y avait dans le Nord, n'a pas pu régler les autres problèmes fondamentaux du peuple malien, va se faire
qu'on appelle, je vais dire virer, va se faire virer par le peuple malien, surtout de Bamako et environ. Ibeka va se faire virer l'année passée. En fait, c'est des histoires tellement dormies debout que moi, je ne veux même pas retenir cette date. Donc, dans tous les cas, Ibeka va se faire virer par une longue protestation populaire qui va durer des semaines et des mois avant de démissionner et de laisser le pouvoir à des militaires qui sont venus lui sauver la vie. Les militaires qui sont venus lui sauver la vie, il faut que les gens comprennent bien cela, que les militaires sont venus sauver Ibeka. Parce que la lutte à laquelle cette histoire allait, il y a quelques mois, si Ibeka insistait une seule journée de plus, ou peut-être deux, bon, soyons plus larges, une semaine de plus, il allait finir dans la rue. Ibeka allait finir dans la rue, sa famille, tout le monde, dans la rue. Il suffisait juste qu'il résiste encore un peu, il allait voir la suite. Donc les militaires sont venus lui sauver la vie. Et en faisant cela, on essayé de respecter en partie leur constitution qui dit que, je ne sais pas exactement dans quel article ça se dit, mais toutes les constitutions du monde le disent pour dire que quand le dirigeant qui est en activité ou qui est en position de diriger, il est en train de dérailler et que il semble évident et que les preuves sont faites que c'est du déraillement total, qu'il est de l'ordre soit du peuple de réclamer son départ ou de le faire partir, ou il est de l'ordre des militaires de reprendre le contrôle du pays ou des pays pour réinstaller l'ordre qu'il faille pour que les pays puissent continuer à exister. Dans certains vocables, les gens qui ne veulent pas laisser la vérité s'émanciper vont dire que ouais, c'est des coups d'État, on n'aime pas les coups d'État, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Bien sûr qu'on n'aime pas les coups d'État, on sait qu'on n'aime pas les coups d'État. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais si ça, ce sont des coups d'État, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était un coup d'État. Et apparemment, nous sommes dans le coup d'État le plus long, en tout cas, de l'histoire du monde après JC. Nous sommes dans l'un des coups d'État les plus longs. Enfin, excusez-moi, pas de l'histoire du monde après JC, parce que les coups d'État les plus longs de l'histoire du monde après JC, c'est tout le peuple africain qui est dedans. Tout le peuple africain. Je vais dire le coup d'État le plus long de la Côte d'Ivoire personnellement. De la Côte d'Ivoire personnellement. C'est le coup d'État le plus long. Dans le sens où le coup d'État n'est pas fini. C'est pas que le coup d'État. Les autres coups d'État n'ont pas pu battre ce record. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on annonce la fin du coup d'État où il y a un autre contre-coup d'État qui met fin à cela. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit dans un coup d'État permanent. Laissons la Côte d'Ivoire, on va revenir sur ce sujet un autre jour. Revenons au Mali. Donc, le Mali a été sauvé, enfin, ce qui reste du Mali depuis pratiquement 10 ans maintenant, a été sauvé de justesse par des militaires qui ont posé l'acte parfait. Parce que ce qui se passait avec Ibeka l'année passée encore, soit Ibeka finissait lynché dans la rue, comme je viens de l'expliquer, soit c'était un prétexte suffisant pour que des gens qui voulaient s'accaparer du reste du pays, puisqu'ils ont déjà la plus grande partie, finissent leur boulot. On aurait pu, au lieu que ce soit l'équipe Goïta et consorts qui prennent le pouvoir, en ce moment-là, dans les mains de Ibeka, on aurait pu assister à bien pire. Mais très vite, tu vois les démocrates, les progressistes, les développeurs, les développementalistes, je ne sais pas comment je vais les appeler, les modernistes qui sortent
et qui disent mais que les Goïtas ont fait un coup d'État, que ça, c'est pas bien. Que ça, c'est pas bien. Il faut arrêter les coups d'État. Il faut que Goïta donne le pouvoir à un civil. Un militaire ne peut pas diriger un pays. Lol. Quel paradoxe. Quand on connaît l'ordre et la justesse, enfin, des militaires bien formés, quand on connaît le ordre et la justesse, comment peut-on oser dire qu'un militaire ne peut pas diriger un pays ou ne doit pas diriger un pays? Comment peut-on oser le dire si on n'est pas tombé sur quelque chose ou si on n'a pas fumé des choses en cachette? Donc, sur la pression des pseudo-présidents de la sous-région, les militaires qui ont sauvé Ibeka vont devoir donner le pouvoir à d'autres personnes qu'ils iront désigner eux-mêmes. Les ayant désignés, et vu que le pouvoir était presque vacant et que la République du Mali, en quelque sorte, où l'État malien était presque au sol, il fallait refaire une nouvelle constitution et ériger de nouvelles règles. Je vous passe alors des détails qui se sont enchaînés et tout, pour que celui qui est aujourd'hui reconnu comme Assimi Goïta, le président malien, reprenne encore le pouvoir des mains de Banda. Je vous ai dit, ça vous avez tous vu, vous avez tous lu. Je vous épargne de ça. Alors, pendant ce temps, il se passe un truc important. Il y a un État, toujours le même État, qu'on avait déjà appelé en 2008 pour nous aider, en 2012 du moins, et qui n'a pu nous faire grand chose en 10 ans, se lève et dit que non, des militaires ne peuvent pas prendre le pouvoir parce que ils ne pensent pas que c'est bien que des militaires aient le pouvoir en main. Et que bon, vu que le peuple malien a voulu laisser le pouvoir dans les mains de militaires, que lui, bon, d'ailleurs même, ces opérations qui viennent pour aider les Maliens là, que c'est fini ça, qui ne veut plus. Que d'ailleurs, on n'aide pas forcément que... Quand il disait ça, moi j'avais déjà dit, la première fois que la France a dit fin de l'opération Barkhane militaire, tout ça, j'ai dit à mes proches, j'ai dit à des gens avec qui je parle un peu de politique quand même, bien souvent je vais même dire de politique, j'ai dit ça c'est des âneries. Dans 2 jours, la même France va vous expliquer ce qu'on appelle fin des opérations conjointes militaires. Quand on dit fin des opérations conjointes militaires, c'est pas fin des opérations françaises militaires au Mali. Fin des opérations conjointes militaires au Mali, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement les opérations que nous faisons ensemble. Au Mali, c'est fini. Je ne fais plus d'opérations avec votre État là. Ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Quel paradoxe. Tu viens pour sauver un État en situation de guerre, clair, et tu as même la chance que pour t'aider, l'État qui soit, le gouvernement qui soit présent, ce sont des militaires. Donc, c'est même beaucoup plus facile pour toi de vite atteindre tes objectifs d'aide pour lesquels on t'a appelé. Mais toi, tu dis non, que tu ne veux pas des militaires. Tu veux des gens qui ne s'y connaissent pas en militarisation, je te dirais, pour diriger avec toi des opérations militaires. Pour que toi, tu sois le seul à donner les ordres là. Donc, tu viens dans le pays de quelqu'un d'autre et tu dis que, qu'on appelle fin des opérations conjointes militaires. Donc 2 jours plus tard, ton armée se lève encore et rentre dans le pays des gens, choisit une zone et va poser des mines pour dire que ouais, vous aviez appris avant qu'il y avait un groupe de djihadistes dans cette zone et que bon, vous n'aviez pas encore travaillé sur ça et que c'est maintenant que vous voulez travailler sur ça. Mes frères, si tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on explique pas ça là, même si on n'a pas toutes les informations, on n'est pas dans les chapelles ou on n'est pas à l'intérieur des trucs là, si tout ce qu'on vous explique par rapport à toute cette bouillabaisse là ne vous éclaire pas plus que ça, vous ne pourrez plus jamais être éclairé, vous êtes nos problèmes. Vous êtes nos problèmes. Quand on dit fin
de la présence militaire française en Afrique, je vais préciser Mali, Burkina Faso et, et Côte d'Ivoire, enfin Togo, c'est de loin même. En fait, c'est même un acte qui devait être comme. On se lève seulement, on dit, bah, écoutez, vous bougez, on ne veut rien savoir. C'est déjà même de grâce si on vous laisse repartir avec les armes que vous avez installées sur le territoire, vos hélicos, tout ça. C'est déjà de grâce. Sinon, vous devriez même partir sans. Paf, paf, paf. Si vous voulez vos armes, on va vous envoyer ça après. Mais non. La même France qui a crié, critiqué, je ne veux pas travailler avec Assimi Goïta. Deux semaines ou pratiquement un mois plus tard, et qu'on appelle annonce à nouveau que les opérations. Donc Assimi Goïta est devenu civil. Assimi Goïta est devenu civil. En tout cas, c'est ça l'histoire du Mali. C'est ça l'histoire du Mali. Bon. Pourquoi est-ce que tout cela arrive au Mali? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Parce que si on ne se pose pas cette question, on ne pourra jamais savoir avec qui on peut faire des deals, avec qui on peut faire des contrats, avec qui on peut faire des ententes dans toute la sous-région là. Si on ne se pose pas la question de ça, on ne pourra pas savoir. Ce qui arrive au Mali est un problème religieux. Vous pouvez sauter, dire que nous, on ne connaît rien en islam, on ne veut même pas connaître quelque chose en islam. Ça ne m'intéresse même pas de connaître quelque chose en islam. Que tout ça. Et je le dis et je fais une pause. Je fais une pause sur les trucs là pour revenir à un truc. Et c'est parce que c'est ça qui m'a poussé à faire ce live aujourd'hui, ce matin. Alors, moi, j'ai parlé hier, je disais, et puis on va vite faire. Je disais, suite à l'annonce reprise de la coopération militaire avec le Mali reprise de la coopération militaire avec le Mali, Emmanuel Macron a fini par revenir à la raison, MDR. Alors, moi j'ai dit, lol, je croyais que le Mali était devenu une dictature militaire qui ne méritait plus la sympathie de la communauté internationale. La guerre au Mali, par exemple, a pour dénominateur commun l'islam. Ces combats pour saisir le nord du Mali est mené par des groupes musulmans, prétestant que cette terre leur appartient et faisant la promotion du djihadisme, enfin de l'islam. Si nous avions nos valeurs ancestrales au point, on devrait vite se situer que ces arguments ne tiennent pas. Et que face à des voleurs ou des mécréants, on fait la guerre. On ne passe pas 10 ans à essayer de négocier ses propres terres pour prétexte qu'on ne doit pas faire des crimes contre l'humanité. En griffe, quand je dis cela, je n'encourage pas quelqu'un à faire des crimes contre l'humanité, encore que je ne sais pas ce que ça veut dire, crime contre l'humanité, encore d'autres sottises. Si un groupe armé prenait Lignon, Bordeaux ou même la Guadeloupe, vous verrez la réaction de l'État français. Revenons à notre spiritualité pour nous débarrasser des démons maquillés en sauveurs. Acceptez la marde, chassez l'islam de vos terres. Je le redis, chassez l'islam de vos terres. N'ayez pas peur, après, vous verrez que la voie à suivre est simple, précise et efficace. Sinon, c'est 2 pas devant, 3 pas derrière. Enfin, j'ai écrit 2 pas derrière, 2 derrière dans mon truc. J'étais trop chaud quand j'écrivais. On dit l'expression, c'est 2 pas devant, 3 en arrière. Donc, c'est un peu ça la situation. Donc, quand moi j'écris ça, est-ce que moi je suis un homme politique officiel? Bon, je suis un homme politique. Ceux qui ne le savent pas. Bon, je vous annonce, je suis un homme politique. Mais pas officiel parce que bon, je n'ai pas encore participé à des élections. Je n'ai pas encore... Enfin, le peuple qui choisit les hommes politiques n'a pas encore décidé de me choisir ou n'a pas encore décidé de penser que je puisse être porteur d'un message politique intéressant pour lui. Mais ça va arriver, on y travaille. On revient au Mali. Donc, quand je dis ça, il y a un frère qui m'a répondu que
je vais raccourcir son premier commentaire, on va vite passer aux choses sérieuses. Ouais, que je fais de l'amalgame dans mes propos, je ne sais pas ce que je dis, de me relire, que le Mali et la France combattent le terrorisme initié par l'islam et non l'islam. Initié par l'islamisme, enfin, mon frère pense que je suis dans le faux parce que quand j'ai parlé, j'ai attaqué l'islam et il n'a pas apprécié. À ce que je sache, celui qui a dit ça n'est pas musulman. Donc, à ce que je sache, il n'est pas musulman, il n'est pas islamiste. Donc, je ne vais pas dire qu'il défend sa religion. Donc, disons qu'il essaie de m'aider ou de me conseiller à modérer mes propos. C'est ça son objectif. Modérer mes propos. Ne pas faire des amalgames. Donc, moi, je demande de m'énumérer quelques amalgames. Là, je n'appelle pas le nom du frère dans mon post. Après, ceux qui veulent lire ça explicitement ou voir ce qu'il sait, vous pouvez aller sur ma page Facebook et regarder. Moi, je m'en fous complètement. Mais j'ai voulu justement faire ce live pour répondre à ce frère. Et répondre à tous les frères qui pensent comme lui ou qui pensent dans la même direction que lui. C'est pour ça que je fais ce live. Alors le frère il me répond. Ce dont tu parles, c'est l'islamisme. Le meilleur moyen de combattre ce fléau passe par l'alphabétisation. Malheureusement, quand on est dans l'ignorance, de mauvaises âmes savent en tirer profit et amener des gens à corrompre leur âme. Pas besoin de t'en donner trois intérêts français à travers cette lutte, puisque la principale et la seule raison valable est de réguler le flux migratoire qui s'est considérablement amplifié depuis cette grave erreur en Libye. Les gars, cet enregistrement va être long. Parce que je suis obligé de dire des choses. L'islamisme, c'est quoi? Parce que souvent, j'entends les gens dire non, il ne faut pas confondre les gens de l'islam et les gens qui font de l'islamisme. Comment? L'islamisme, c'est quoi? Moi, je ne veux pas déranger mon cerveau à définir des choses d'abrutis. Donc, on va juste prendre des définitions que eux-mêmes ils ont déjà glissées dans nos subconscients. Donc, moi, je vais le faire. L'islam, déjà, il faut d'abord traduire l'islam. Après, on verra l'islamisme. L'islam, première définition déjà de l'islam. J'ai mes définitions aussi qui sont dans mon registre encyclopédique personnel. Parce que aujourd'hui, j'utilise la définition les définitions déjà faites. Moi, mais j'ai mes définitions personnelles. D'accord? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis allé à l'école. Donc, quand tu vas à l'école, et ça, c'est un petit résumé aussi, quand tu vas à l'école, c'est pas seulement pour faire de la répétition ou entendre bûcher pour pouvoir montrer aux autres que... Non. Quand tu vas à l'école, tu reçois des infos. À part t'apprendre à lire et écrire des langues, pour le cas africain, des langues qui ne nous concernent pas, pour pouvoir nous dominer, tout au moins par le parler, si tout se gâche ou par la pensée. L'école, c'est pour apprendre à raisonner, à se former soi-même. Pas à se faire former. On ne se fait pas former à l'école. On se forme. Le maître dit, tu entends. Tu comprends? Il y a des chances que ce que le maître dit soit juste ou se rapproche de la justesse. Mais il y a des chances que celui qui t'apprend des choses à l'école ne connaisse absolument rien de ce qu'il t'apprend lui-même parce qu'il fait juste de la répétition, surtout le cas aujourd'hui, et n'a pas lui-même sa propre connaissance. Donc, ceci dit, on revient à l'islam. Donc, en islam, l'islam, en arabe, veut déjà dire soumission, paf. Tu veux que je prie, non?
Tu viens me voir, tu dis que tu veux que je prie avec toi. Prier, appeler des esprits avec toi. Tu comprends? Mais en même temps, premier mot que tu me sors, paf, c'est de la soumission. Avant de dire maintenant que c'est une religion abrahamique s'appuyant sur le dogme du monothéisme absolu et prenant sa source dans le Coran, considéré comme le réceptacle de la parole de Dieu révélée au 7e siècle en Arabie à Mahomet. C'est chaud, hein? C'est très très chaud. Ce que je viens de lire là. Ce que je viens de lire là. Ça, c'est la définition de l'islam. Maintenant, allons chercher la définition de islamisme. Islamisme. Mouvement prônant l'expansion ou le respect de l'islam. Bon. Les mots en isme, vous connaissez, c'est des dogmes. Comme, avec un peu de chance, je pourrais laisser à la fin de ma vie un bidisme ou un didisme. Ou ce serait simplement la manière de penser ou un mouvement. Si je laisse un isme avant de partir, ce serait simplement un mouvement qui ferait la promotion de ma manière à moi de penser. Pas la promotion de Dieu ou la promotion de... Non, la promotion de ma manière à moi, didisme. Maintenant, si on veut savoir ce qu'il y a dans le didisme, c'est là on ira chercher maintenant la définition de Didi ou Didier. Et c'est là qu'on se rendra compte que Didier, c'est telle personne qui parlait comme telle. Donc, l'islam, c'est la soumission. D'abord, en termes de définition, le mot même déjà, ça veut dire soumission. Bon. Les plus malins diront souvent, c'est très facile de dire soumission, mais il faut dire soumission aux paroles de Dieu. D'accord. Soumission aux paroles de Dieu. Mais le Dieu même là, qui veut qu'on soit soumis à ses paroles, est-ce que il a rencontré quelqu'un parmi vous précisément pour lui remettre aussi, pour se soumettre à lui? Alors, très vite, des gens comme Abraham, Moïse, Mahomet, Jésus, pour ne citer que ces quatre-là qui sont super forts, vont commencer par dire que ouais, eux, ils l'ont rencontré. Ils ont rencontré Dieu et qu'il leur a laissé des bails. Il y en a même qui se sont prévalus d'être son fils. Alors Jésus là, lui, il a fait fort. Il est le fils même de Dieu. Et à un moment donné, quand il est venu sur terre, il est devenu Dieu. Et nous, on l'a attrapé, on l'a cloué, on l'a renvoyé à Dieu. Come on, bro. Donc, revenons au isme. Donc, l'islamisme, c'est le mouvement prônant l'expansion ou le respect de l'islam. L'islam qui, selon ce qu'on a vu tout à l'heure déjà, était donc la soumission. Religion abrahamique s'appuyant sur le dogme du monothéisme absolu et prenant sa source dans le Coran, considéré comme le réceptacle de la parole de Dieu. Donc, si je reviens encore maintenant aux commentaires de mon frère, il dit que moi, je parle de l'islamisme, je ne parle pas de l'islam. Je ne parle pas de l'islam, je parle de l'islamisme. D'accord, c'est possible. Donc, je parle du mouvement qui prône
l'islam. Bro, on va à l'école pour faire des précisions intellectuelles. On ne va pas à l'école pour choisir des mots, pour faire des phrases. Non, faire des précisions intellectuelles. Et moi, je le dis et je l'affirme. Depuis que si vous pouvez aller récupérer mes posts, je crois, j'ai un compte Facebook depuis bientôt, depuis 2008, hein, depuis qu'on a créé Facebook. Au début, peut-être que je disais des choses cons et des conneries comme tout le monde et tout. Mais depuis que je m'intéresse un peu plus amplement à la manière d'exercer ce que j'ai appris à l'école, je ne dis pas de conneries. Et quand je ne connais pas un truc, je me tais, je ne parle pas. Franchement, je ne parle pas. Ou même quand je connais et que j'ai des informations et mes informations ne sont pas encore vérifiées par au moins 3 sources. Au moins 3 sources, je ne parle pas. Je ne dis rien. Je peux en parler. Je peux faire le débat avec des gens proches pour voir, pour vérifier des choses comme ça. Mais quand j'écris en public, là, c'est que c'est fini. J'ai fini. Genre, il peut avoir que j'ai manqué ou dans mes recherches, je n'ai pas trouvé la réponse juste à ce que je cherche. Mais je ne peux pas faire des âneries de même, commencer par faire des amalgames. Donc, je ne fais pas d'amalgame. Je ne fais pas d'amalgame. D'accord? Et même si je faisais des amalgames, ce sont mes amalgames, bro. Donc, un deuxième commentaire, dans le premier commentaire, toujours en deuxième point, mon bro dit que le meilleur moyen de combattre ce fléau passe par l'alphabétisation. Malheureusement, quand on est dans l'ignorance, de mauvaises âmes savent en tirer profit et amener des gens à corrompre leurs âmes. C'est quoi l'alphabétisation selon vous? Parce que apparemment aujourd'hui, vous voyez ça? Vous voyez dans quoi vous me mettez? J'étais parti pour faire un cours de politique et religion et là je me retrouve en train de faire de la grammaire. Alpha, bêta. Alpha, premier, bêta, bête. Alphabétisé. On va vous essayer de vous dire non, il ne faut pas prendre les mots comme ça. C'est ça. D'accord? Alpha, bêta. Le premier bête, des bêtes. D'accord? Alors, pourquoi le premier des bêtes? Et pourquoi l'alphabétisation? Parce que justement, quand tu rentres dans le registre de l'alphabétisation, on commence par t'apprendre le français, l'anglais, l'arabe, qui commence par t'éloigner des langues qui sont tiennes, qui sont ta race, ton sang, et que tu aurais même pu savoir écrire sans avoir été à l'école. Et quand on t'éloigne de ta langue, tu sais ce qui vient après? On t'éloigne de ta connaissance. On t'avilit. On t'éloigne de tes sources spirituelles, des précisions spirituelles qu'il y a dans ton corps, dans ton âme. On t'en éloigne. Parce que quand tu parles, par exemple, là, depuis je parle en français. Je dis des choses à des gens qui vont me dire, bon, il parle trop derrière le français. Je vais vous dire une chose, si je fais la même vidéo en fond et que mes frères font, où je fais la même vidéo en Yoruba et que mes frères Yoruba écoutent bien et que j'utilise les mots Yoruba, les mots fond, le problème est résolu, ils ont déjà compris de quoi je veux leur parler et c'est clair qu'aujourd'hui même là, ils vont prendre leur route, ils ne vont plus jamais retomber dans ces travers. Mais bon, vous parlez beaucoup français ici, donc je parle français pour votre plaisir. Donc, l'alphabétisation est devenue comme ça un truc qui est bien pour nous les Noirs. Et celui qui n'est pas alphabétisé, il est analphabète ou analphabétisé. Et nous, on le regarde comme quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Alors que justement, vous voulez comprendre des exemples, les analphabètes dans les villages, là, c'est eux qui connaissent les secrets des plantes, les secrets des animaux, les secrets de la terre, les secrets de la nature. Ce sont les analphabètes qui le connaissent. Nous, les alphabétisés, nous ne connaissons rien absolument de tout ça. Alors qu'on les appelle les analphabètes, c'est-à-dire que
on a annulé l'alphabétisation et ils ne pourront pas être alphabétisés. Ou en tout cas, il faudra qu'ils fassent un processus pour rentrer dans le cercle des premiers des bêtes, des alphabets. Vous remarquerez qu'en Occident, on n'utilise jamais le mot alphabétisation, analphabétisation, tout ça. Non, on dit lettré ou illettré. Quelqu'un qui sait écrire des lettres ou quelqu'un qui ne sait pas en écrire. Sinon, quelqu'un que tu rencontres dans la rue, ici, il parle français tranquille, easy. Il n'a pas besoin d'être alphabétisé. Il n'a pas besoin de lui apprendre le français. On pourrait lui apprendre à être lettré, à savoir écrire ce qu'il dit, les lettres qu'il prononce. C'est ça qu'on lui apprend. OK? Donc, ce problème de l'alphabétisation qui serait un moyen de combattre l'islamisme est faux. Je ne veux plus l'entendre quelque part. Enfin, moi, j'ordonne que je ne veux plus l'entendre quelque part. Ok, vous voulez combattre l'alphabétisation et vous voulez combattre l'islamisme par l'alphabétisation. Je vous dis ce qu'il faut faire. Il faut traduire le Coran en Yoruba. Il faut traduire le Coran en fon. Il faut traduire le Coran qu'on appelle en Wolof. Il faut traduire le Coran en Hausa. Il faut traduire le Coran en toutes les langues. Vous verrez qu'on a bien traduit le Coran en français, en anglais. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais vous ne pouvez pas traduire le Coran en fond français, Yoruba, tout ça. Vous ne pouvez pas. On va vous exécuter. Et ça ramène même dans une des choses du moins que mon frère dit. On va y revenir là-dessus tout à l'heure. On va vous couper la tête. Si vous traduisez enfin, ils pensent qu'ils vont vous couper la tête. Alors que si on traduisait le Coran en ces langues, regardez ce qui se passerait si on traduisait le Coran en ces langues. Les gens qui prieraient le Coran, enfin, quand ils y croient, ils connaîtraient déjà vraiment les dites paroles de Dieu dans leur langue. Ils apprécieraient tellement leur langue qu'ils seraient vraiment une communauté forte dans l'islam. Et il deviendrait alors beaucoup plus facile de comprendre qu'en fait, on peut vraiment parler nos langues et se développer et être quand même intime. Quand on a transformé l'arabe en truc là, en français, le Coran arabe en français, en anglais, ça n'a pas dérangé les mêmes arabes. Non, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils l'ont fait, ou ils le font du moins, pour que leurs frères musulmans qui habitent en France ou dans des pays francophones puissent toujours lire le Coran ou se convertir. Que leurs frères musulmans qui sont des anglophones puissent lire le Coran. Pourquoi est-ce que nous, qui sommes leurs frères musulmans, les Yoruba, les Fon, les Hausa, les Malinké, les Minans, les Dendi, les Bariba, tout ça, on ne peut pas lire le Coran en Dendi? Pourquoi? Dans nos langues. Un Coran Yoruba, moi j'ai pas encore vu, j'ai jamais entendu ça. Au contraire, jusqu'à il y a 2 semaines, on a voulu exécuter un jeune homme parce qu'il a fait la prière dans sa langue. Il a fait la prière au lieu de dire les choses en arabe. Là. Il a fait ça dans sa langue. On a dit, gars, toi là, attention. Il y a un autre frère qu'on a voulu exécuter. Et vous pensez que ces religions veulent notre bien? Quand on va commencer par penser arabe, français, anglais, puis il n'y aura plus une seule souche de la terre pour penser français, anglais, arabe. Vous pensez que quelle histoire va retenir des Noirs que nous sommes? On va retenir quoi des Noirs? Il va rester quoi de notre histoire en tant que négro? Rien. Il va rester ce qui est écrit dans le Coran. Voilà encore, il y a un autre frère qui m'a demandé à plusieurs reprises à quel niveau c'est écrit dans le Coran que les Noirs sont des esclaves, tout ça. Bon, la phrase « les Noirs sont des esclaves » n'est peut-être pas écrite exactement comme « les Noirs sont des esclaves » dans le Coran. Mais non. Mais les Noirs ont une descendance dans le Coran. Ils ont une descendance dans la Bible. Et ce qu'on dit de cette descendance-là dans le Coran et de la Bible, déjà, de la présence de ces ancêtres, de nos ancêtres dans la Bible, c'était que eux, là, c'était des esclaves. Ou, non, enfin, ils ont reçu une punition qui font d'eux des esclaves. Tu comprends? Et les musulmans ou les arabes vont reprendre aussi cette même expression pour mettre dans leur Coran et dire ça.
Et il y a des sourates, il y a vos propres sourates qui le disent. Moi, donc tu es musulman, tu es soi-disant arabe, et puis tu ne sais pas que ton livre même t'a demandé de faire des choses. Votre livre vous demande que nous, je vais vous le dire, quelle sourate le dit ou bien quel truc là le dit. Voilà, la sourate de l'éléphant. Et voilà. La sourate de l'éléphant et la sourate de la vache. Ces deux livres-là vous disent clairement que les descendants de Noah, ces deux versets-là déjà dans le Coran, hein, pour la Bible, on n'en parle même pas. C'est versé partout dedans. C'est versé partout dedans. Partout. Le Coran même en question, c'est versé partout dedans. Jusque comme les gens veulent des précisions où on j'indique des descendants de Noah, selon eux, qui sont déjà, qu'ils appellent Noah. Il s'agit de Cham, l'histoire de Noé là. Il s'agit de Cham. Ces descendants sont censés périr dans les feux de l'enfer. Périr dans les feux de l'enfer parce que quoi? C'est très drôle. Parce que nous sommes la continuité du péché. Et eux là, ils ont trouvé ça tout récemment, il y a à peine 14 siècles. Bon, genre, oui, il y a à peine 14 siècles, 15 20 siècles qu'ils ont trouvé ça. Et nous, qui sommes la continuité du péché originel, que Dieu leur a dit à eux de nous faire périr, on est là depuis 200 000 ans minimum. Je dis minimum parce que justement, et c'est ça qu'on dit, quand vous ne reprenez pas votre histoire et vous la suivez à l'œil, les falsifications commencent. Ça c'est une parenthèse. Il y a quelques mois, la France alors découvre un fémur de ce qui pourrait être vraisemblablement un homme, un être humain sur son territoire et qui date de 450 000 ans. Alors que les dernières informations vérifiées, certifiées par des colloques, par tous les scientifiques réunis ensemble, lors de l'un des plus grands sommets de la science, atteste que l'homme noir, l'Homo sapiens sapiens africanus, remonte à 200 000 ans et qu'avant lui, il n'y a plus rien. Enfin, pas qu'il n'y a plus rien, mais avant lui, juste là, on n'a encore rien trouvé. Donc là, la France a enfin trouvé quelque chose qui fait le double de ce que vous avez à mettre sur la table. Pendant ce temps, nous, on est en train de courir derrière l'islam, derrière la chrétienté. Donc d'ici là, les histoires écrites dans ces livres-là vont être maintenant argumentées par des faits constitués. Comme on a fini par trouver une croix pour Jésus, fini par lui trouver certaines choses pour pouvoir faire prospérer l'histoire, fini par créer une Kaaba pour pouvoir arnaquer nos frères, parce que justement un de nos frères, Kanka Moussa, le réputé Kanka Moussa, a débarqué à la Mecque, il a fait la prodada. Les 12 sagas ont commencé la sagacité récemment. Les 12 sagas là, et moi-même inclus, on a commencé la sagacité très très récemment. Mansa Moussa, votre famille Mansa Moussa là, il est allé à la Mecque, le faroutage qu'il a fait à la Mecque là, ça lui a permis de dire que bon les gars, il y a un business là-bas quoi, il faut qu'on aille prendre les choses chez les gars. Donc revenons à ça. Donc parce que là je prends, et je le dis dès le début, j'avais déjà dit, j'ai déjà présenté mes excuses, mais je veux parler, d'accord?
Je parle et puis après, si quelqu'un n'est pas d'accord, il m'écrit ou il fait des commentaires comme ce frère, puis je le reprends. Ou alors on peut... C'est pour ça que j'ai dit, craignons, on a besoin de parler. Les gens pensent qu'il ne faut plus en parler, il ne faut pas... On a besoin de parler de ça. Le problème est là. Donc, il dit, ensuite, là je suis en train de répondre, de lire les commentaires du frère, de lui répondre en même temps au fur et à mesure. Donc, il dit ensuite que pas besoin de me donner des intérêts à travers cette lutte, puisque la principale et la seule raison valable est de réguler le flux migratoire qui s'est considérablement amplifié depuis cette grave erreur en Libye. Déjà, ce qui s'est passé en Libye n'est pas une erreur. D'accord? Arrêtez de dire que c'est une erreur. C'est pas une erreur. C'est programmé, planifié, exécuté et le plan continue comme il se doit. Le Mali. Après le Mali, ce sera le Tchad. Après le Tchad, enfin, pas le Tchad en tant que tel, parce que le Tchad, jusqu'à la mort de Déby, jouait à un jeu qu'on ne comprenait pas. Et le petit s'est retiré depuis. On attend de voir ces gammes. Mais après le Mali, ce sera le Burkina Faso, le Niger, le Tchad possiblement dans une certaine mesure, et maintenant les pays de la côte jusqu'en Afrique du Sud. C'est ce qui se passe. Vous pensez que ça dérange les catholiques, ou bien enfin les chrétiens catholiques, ou pas le peuple chrétien catholique? Je sais qu'ils n'ont rien fait de grand. Eux aussi, ils sont piégés. Mais vous pensez que ça dérange Rome ou le Vatican, que l'islam continue son expansion? Si vous avez pensé ça, vous vous êtes trompé. Arrêtez de penser alors. Ne pensez plus. Ne pensez plus. Donc, mes frères et beaucoup de mes frères pensent que ce qui s'est passé en Libye est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. C'est chercher, provoquer, planifier, exécuter et le plan continue. Qui vous en souvient des balades de... franchement, les Africains me mettent dans une certaine position. Ok, je vais le lui attribuer. Les balades de notre ancien ancêtre ou de notre ancêtre de Muammar et Muammar Kadhafi à Paris avec Sarkozy, qui vous en souvient ce qui s'était dit là-bas. Il s'était dit que Kadhafi voulait que la France l'aide à développer, ou bien par Sarkozy, il devait financer la campagne de Sarkozy, et Sarkozy en retour allait lui permettre de développer tout au moins une première étape de son plan pour l'Afrique, qui est de faire instituer sa banque et ensuite d'avoir un réseau satellite et plein d'autres trucs accessoires. Ce à quoi Sarkozy a répondu mitigé, genre bon, attends déjà que je sois président, puis on va voir ce que je peux faire pour toi. Tu sais, une fois que je serai président, je pourrai bien parler à Barack, je pourrai bien parler à Poutine, et je pourrai bien parler à Blair, et on va voir ce qu'on va faire. Mais là, je ne peux pas parler parce que là, c'est Chirac qui est là. Et Chirac, il ne voudra jamais que je vous laisse faire ça, hein? Tu connais. Donc, il a eu Kadhafi dans ce sens, et Kadhafi a dit, ok, je t'aide, donc il faut que tu deviennes président. Mais en retour, il devait rendre ce service à Kadhafi. Donc, aussitôt que Sarkozy devient président, il arrive maintenant voir Kadhafi. Il dit, bon, Kadhafi, voici ce que j'ai pour toi. On va faire le projet de la Méditerranée. Le projet de la Méditerranée, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est cette Europe qui veut venir en Afrique. C'est ça le projet de la Méditerranée, c'est fini. C'est cette Europe qui veut venir en Afrique. Et ces Arabes ou ces gars d'Afrique du Nord, je dirais, qui veulent se retrouver en Europe. Donc, qui t'a fait ça? Bon, on fait la Méditerranée, c'est-à-dire qu'on crée notre continent, genre on s'en fout, on crée notre concept. Et face à la Méditerranée, il restera quoi? L'Afrique subsaharienne.
Et à ça, Kadhafi a dit, je ne peux pas. On ne peut pas faire de projet de Méditerranée ici. Pourquoi? Parce que nous, on n'a rien à voir avec vous de base. Vous êtes des étrangers, vous êtes là-bas. Ici, c'est eux. Mais quand Kadhafi disait ça, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, et la Syrie, le Yémen, voilà, tous ceux-là voulaient rentrer dans la Méditerranée. Le Yémen et l'Arabie Saoudite, tout ça. Ils ont dit, yo, il faut qu'on se débarrasse de ce gars-là parce qu'il veut gâter notre part. Nous, on veut se rapprocher des autres. C'est pour ça que souvent vous entendez ces niais-là vous raconter qu'ils veulent aller jouer à la Coupe d'Europe. Ils veulent jouer l'euro. Donc des Algériens veulent jouer l'euro. Des Algériens veulent jouer l'euro. Des Égyptiens veulent jouer l'euro. Donc pour jouer l'euro là, il faut qu'ils puissent faire fonctionner la Méditerranée. Donc ceux qui ne comprennent pas l'importance du sport dans la politique, voilà une petite parenthèse. On va y revenir. Donc Kadhafi refuse de faire de la Méditerranée ou du projet de la Grande Méditerranée de Sarkozy une réalité. Alors là, ces prophètes arabes vont dire, bon, ils vont donner l'autorisation au système français de se débarrasser de lui une fois. Pourquoi? Parce que déjà même, il avait déjà avec ses frères-là, tous ces pays jusqu'en Arabie, tout ça, le projet de la Panarabie. La Panarabie, c'est-à-dire une ligue arabe, genre. Ça aussi, on va en parler une autre fois. Donc, tous ces pays, ils veulent faire la Panarabie. Tous les pays arabes, là, ils veulent faire la Panarabie. Donc, vous qui parlez musulman, qui parlez arabe, qui parlez d'islam, à la fin, quand on va finir de prendre vos territoires là, vous serez en Panarabie, pas en Afrique. Parce que déjà, Afrique, beaucoup pensent que Afrique, c'est eux qui ont donné le mot Afrique à notre continent. Non, 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 non. Ils n'ont pas encore pu donner de mot. Le mot qu'ils veulent donner là, c'est la Panarabie. Parce que les premiers territoires qu'ils ont réussi à prendre chez les hommes noirs, chez le peuple noir, en Mésopotamie, ils ont appelé ça d'abord Arabie. Après, ils sont descendus maintenant un peu en Afrique du Nord. Ils ont fait les choses, ils ont pris un peu plus de territoire. Donc, ils ont avancé maintenant en truc là, en Afrique du Nord. Ils ont un gros territoire. Donc, déjà, pendant que Kadhafi était là, il voulait faire une ligue des pays arabes dans le Nord comme ça. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle Kadhafi a refusé le projet de la Méditerranée. Ce n'était même pas encore à cause de l'Union africaine. Donc, l'Union africaine, c'est un autre sujet. Donc, quand Kadhafi refuse ça, ses propres frères vont dire qu'il faut qu'on tue Kadhafi. Pourquoi? Parce que Kadhafi est un négroïde. Tout comme beaucoup d'autres négroïdes dans l'histoire qui sont devenus après leur héros. Ah, vous n'avez pas remarqué que Kadhafi commence par devenir un peu un héros dans leur imaginaire ou dans leur conception, dans leur récit. Il commence par devenir un héros. Hein. Lisez bien l'histoire, vous allez comprendre. Écoutez quand il parle. Kadhafi commence par devenir un héros. Comme Mahomet, qu'ils ont persécuté pour chasser dans tous les sens. Parce que c'était un négroïde, est devenu un héros. À sa mort, on a écrit un livre en son nom. Mahomet n'a jamais écrit un Coran. Encore qu'il ne sait pas écrire. C'était un analphabète. Quelqu'un qui n'a pas pu être alphabétisé. Donc, il n'a pas pu écrire. C'est pratiquement 20 ans. Ok, quelqu'un qui écrit un livre, c'est pratiquement 20 à 30 ans après sa mort que le livre sort. Bon, c'est possible dans une certaine mesure, mais il ne l'a pas écrit. Donc, aujourd'hui, Kadhafi est devenu un héros dans leur imaginaire. Donc, Kadhafi avait refusé. Et ils ont dit qu'il faut le tuer parce que justement, c'était un négroïde. Et qui se comportait justement bien envers des peuples noirs dans une certaine mesure. Il leur venait en aide. Là où des peuples devaient aller passer de l'argent ailleurs, lui, il leur passait, il le leur donnait. Il créait même des rencontres à niveau continental, comme la Seine-Sade, qui faisait que rien que ces rencontres-là,
contribuait largement à développer certaines régions de nos pays. On prend le cas du Bénin, d'où je suis ici. Grâce aux rencontres 700 de Kadhafi, je n'imagine pas le nombre de jolies villas, de jolies constructions, de jolis immeubles qu'on a construits sur toute la côte de l'océan Atlantique du Bénin. Ça, c'est un exemple. Je ne parle pas des autres pays où je n'ai pas encore visité ou que je ne peux pas témoigner pour eux. Moi, je prends l'exemple que je connais. Et je ne parle pas des histoires de on a dit que non, je parle de ça que je connais. Kadhafi aimait les peuples noirs, pas parce qu'il avait envie d'être noir, non, parce qu'il connaissait son histoire. Il sait qu'il est négroïde et qu'il n'appréciait pas. Et ça a d'abord été son combat toute sa vie, il n'appréciait pas. Donc on a tué Kadhafi pour qu'ils puissent maintenant bien faire prospérer leur projet d'envahir tout le reste du continent. Parce que Kadhafi vivant, ou Kadhafi étant toujours au pouvoir et transmettant le pouvoir de manière normale à son fils ou à un proche, leur projet ne pouvait jamais aboutir. Donc il fallait nécessairement créer le chaos, déchanter tout le monde et maintenant jouer à quitte ou double pour savoir qui va diriger. Donc, Kadhafi devient un peu un héros aujourd'hui pour ces mêmes Arabes-là qui ont vendu Kadhafi moins cher. Vous aimiez Kadhafi? Vous aimiez que la Libye? Vous aimiez vous-même? Si vous aimiez vous-même, quand Kadhafi était en situation et que vous connaissez même d'abord votre propre histoire, on prend d'abord la religion qui vous relie. Vous voulez qu'on soit relié à vous, pas une religion. On prend la religion qui vous relie même déjà. Quand Kadhafi était en situation, tous les pays arabes et musulmans là devaient intervenir pour aider Kadhafi. On s'en fout si Kadhafi avait tort ou raison. Ils devaient tous s'unir, se mettre ensemble, intervenir pour sauvegarder le pouvoir de Kadhafi. Mais non, ils devaient tellement tous à Kadhafi que autant qu'il soit mort, que le pays là soit gâté, après on va gérer. Et pour qu'on fasse avancer le projet de la Méditerranée, il y a un an, la Turquie, la France et la Grèce se disputent dans la Méditerranée, la mer juste en haut même de la Libye, sans que la Libye même ne parle dedans. Sans que la Libye même ne parle dedans. Même la Libye, c'est la mer qu'on est en train de discuter là. C'est la frontière directe de la Libye, c'est pour elle. Mais la Libye même, pendant près de 3 mois de débats, de discussions, il n'y a pas un seul dirigeant libyen qui ait fait un mot pour dire ce que vous êtes en train de discuter là. En fait, c'est pour moi. Comment vous discutez mon truc sans moi? Non, la Libye ne peut plus parler. La Libye est foutue. Qui va parler là-bas? C'est foutu. Et c'est ce qu'on voulait. Donc, me dit après que une erreur est survenue en Libye, mon frère, quand on ne connaît pas, j'ai toujours dit, moi-même inclus, si ce que je dis ici c'est faux quelque part, que quelqu'un me dise, écoute, telle partie c'est faux, telle partie c'est faux, je vais repartir faire des recherches, je reviens, je présente des excuses. Ah, cette partie c'est faux, bon, voici la vraie, voici, qu'on appelle, la vraie information. Ou quand toi, tu restes là-bas, ou quand quelqu'un reste loin, il dit, ah, ce que toi tu dis là c'est faux. Fermez vos bouches. Parce qu'avant de dire à quelqu'un que ce qu'il dit ou ce qu'il fait est faux, il faut lui présenter qu'on appelle alors ce qui est vrai. Nous, on vous présente souvent ce qui est vrai. Moi, je vous présente ce qui est vrai. Dans mon dernier live, je vous ai présenté ce qui est vrai. Je ne veux pas encore aller dans les détails de vos trucs de l'islam là. Ça, on va y arriver. Donc, ce qui s'est passé en Libye n'était pas une erreur. C'était provoqué. Et une fois que la Libye est cassée, quel peuple? Ce n'est certainement pas le Maroc, ce n'est certainement pas l'Algérie, encore moins l'Égypte ou encore la Tunisie qui va venir en aide aux Maliens. Non. D'ailleurs, les gens qui sont les premières composantes des islamistes qui sont aujourd'hui assis dans le nord du Mali, ces gens-là, ils sont tous issus de la MNLA, cette même armée qui a fait la guerre contre la France en Algérie pour la liberté ou pour l'indépendance de l'Algérie. La majorité, en tout cas, ils sont issus, en tout cas, les têtes dirigeants sont issus de cette souche-là, qui après peut embaucher qu'ils veulent. De toute façon, la MNLA est restée, ça n'a pas été
qu'on appelle, dissoute. N'a pas été dissoute. Elle est restée comme telle jusqu'à aujourd'hui, elle existe. Ok, elle existe pourquoi? L'Algérie n'a-t-elle pas une armée officielle? Ok, la MNLA existe pourquoi? Donc, quand vous voulez parler, faites des infos et faites des recherches, assurez-vous. Parce que moi, je suis, surtout ces temps-ci là, je suis très très irrité par des amalgames, justement. Pour ceux qui parlent d'amalgames, je suis très très irrité par des amalgames qui ensevelissent le peuple noir. Je ne sais pas d'où ça m'est sorti subitement comme ça là, mais je n'aime plus trop ça parce que j'ai vu que pendant qu'on est en train de danser le coupé décalé, la chamakwana, des choses, de danser des musiques, des trucs, bah, les gars s'accaparent pas de nos trucs, ils nous glissent des choses, ils avancent, et puis nos frères s'envilissent, et puis ça continue, et puis moi, peut-être c'est parce que depuis que j'ai des enfants que voilà, genre, je commence par me rendre compte de quel héritage est-ce que je vais laisser à mes enfants? Peut-être bien. Quand je parle d'héritage, moi, je ne parle pas des immeubles, des maisons, des choses comme ça et tout ça. Ce n'est pas des héritages, ça, c'est des biens. Ça, c'est des biens, ça, c'est deux choses différentes. Mais un héritage, c'est quelque chose que ton enfant n'a pas le choix. Lui aussi devra le laisser à quelqu'un d'autre. Bon, alors, quand je dis ça, quel héritage nous avons aujourd'hui? Nous avons l'héritage colonialiste. Et nous pensons que nous avons reçu un héritage abouti. C'est-à-dire que on nous a, la décolonisation s'est déjà faite. Tout ce qui nous reste, c'est bien travailler pour être à la hauteur du blanc. Tu comprends? Donc, si on n'arrive pas à être développé, c'est parce qu'on n'a pas encore assez bien travaillé pour être à leur hauteur. C'est ça l'héritage qui nous reste. De tous les peuples noirs qui sont là, jusqu'à ceux qui ont 100 et quelques ans. C'est l'héritage qu'ils ont. Et c'est l'héritage qu'ils sont en train de nous laisser. Donc, des gens qui pensent qu'on ne doit pas parler de la religion, au contraire, nous sommes même dans le bon timing. Nous sommes dans le parfait timing. C'est que le timing est bien ouvert pour que ces religions-là soient ouvertes, décortiquées, démantelées et fragmentées. Parce que là, on nous conduit vers le grand reset. Hein? Là, enfin, je dis on nous conduit. Nous sommes dans le grand reset selon eux. Je pense que ça va fonctionner. Bref. Donc, le flux migratoire, donc ça, le problème de la Libye, donc, mon frère, il ne faut plus dire quelque part que c'était une erreur. Ne dites plus ça. Ce qui s'est passé en Libye n'était pas une erreur. D'accord? Enfin, ça aurait pu être une erreur pour qui? Pour l'Union africaine, c'est l'Union africaine qui a fait l'erreur. Bon, peut-être dans une certaine mesure, en n'intervenant pas pour aider le régime Kadhafi ou le pouvoir libyen. En n'intervenant pas, oui, l'Union africaine a alors fait une erreur. Mais outre cela, ne pense pas que la guerre qui s'est menée en Libye pour amener à la chute d'abord et à la mort ensuite du guide libyen était une erreur. Ce n'était pas une erreur, c'était un plan des frères arabes et des occidentaux qui poursuivent d'une manière très très effrayée. Ils sont trop chauds même. Leur réalisation de la Méditerranée, du projet de la Grande Méditerranée, qui, dans son premier corpus, va engloutir d'une manière qu'on appelle, d'une manière économique, sportive et culturelle tous les pays d'Afrique du Nord, pour qu'ils fassent maintenant la grande union pour contrer les peuples résistants d'Afrique noire, subsaharienne, du Mali jusqu'à l'Afrique du Sud. Sans parler des peuples qui sont sur la côte éthiopienne, Djibouti, tout ça. Donc c'est ça. Il ne faut plus dire ça, genre, moi je refuse. Et on dit, mais non, toi c'est ta théorie, ça, ce n'est pas ma théorie. Je refuse, je n'ai même pas de théorie encore. Je n'ai même pas encore de théorie. C'est les conclusions. Moi je suis dans les conclusions, d'accord? C'est pour ça que, avant je voulais faire des lives, mais je ne vais pas faire des lives. Parce que quand tu fais des lives,
Des gens viennent, ils sont là, ils vont te poser des questions en même temps pour te... Non, 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 non. C'est des conclusions. D'accord? Bon. Donc, je pense qu'on a parlé de l'explication de l'islam, en fait, de l'islamisme, du fait qu'on ne doit pas confondre islam et islamisme. Je suis désolé. Islam et islamisme, là, c'est la même chose. L'islamisme est le mouvement qui soutient l'islam. D'accord? Si l'islam n'existait pas, il n'aurait pas existé d'islamisme. Et est-ce que l'islam devrait exister en notre sens pour nous, peuple noir, qu'on veuille dire que nos ancêtres étaient proches des islams, c'est faux. C'est complètement faux. Enfin, ces ancêtres-là qui étaient proches des islams sont des ancêtres qui ont fait allégeance. Sont des ancêtres qui se sont convertis. Ok? Donc, à la minute où quelqu'un se convertit en quelque chose, il fait allégeance à un autre. Ça veut dire que de base, ce n'était pas son truc. Donc, nos ancêtres n'étaient pas des musulmans. Ce que nos ancêtres étaient et que les gens veulent confondre à l'islam, nos ancêtres qui faisaient ce qu'on pourrait vraisemblablement, ce qu'on pourrait synonymiquement appeler l'islam, c'était le culte du sabéisme, les sabéens. Et c'est eux qui avaient l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, enfin, quand il dit l'Arabie Saoudite, toute la partie là aujourd'hui, hein, Israël, Irak, Yémen, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït et Ouzbékistan, tous les temps, tout ce qui est dans cette zone-là, c'était des Noirs qui habitaient là, on les a tous putain saccagés. C'est sale. On a fait trop de sale sur le peuple là. Avant maintenant de venir même en Égypte d'enchaîner parce que une fois qu'ils ont eu ces territoires, ils se sont installés maintenant, ils se sont sentis chez eux. Ils sont maintenant plus proches de l'Égypte, donc ils sont maintenant repartis, ils sont maintenant revenus en Égypte, d'où venaient ces Noirs qu'ils ont exterminés. Ces Noirs-là venaient justement d'Égypte. Ils sont maintenant venus en Égypte pour s'accaparer maintenant la source même de leur religion. Aujourd'hui maintenant, ils sont sur nos terres. C'est nos terres, il faut le dire. Pourquoi vous avez peur de reconnaître que l'Afrique du Nord, c'est vos terres? C'est nos terres. Aïe, tu es qui même? Voilà quelqu'un. On te dit que, c'est pas, hein, je fais vite fait un exemple, puis je passe au truc. On te dit que telle chose appartient à ton ancêtre ou à ton grand-père. Et toi, tu dis que oui, ça lui, et qu'à un moment donné, voilà, et ça lui appartient, et qu'à un moment donné, pour que telle personne puisse aujourd'hui s'enorgueillir, c'est qu'il a dû tuer, massacrer toute la famille de ton grand-père pour le prendre. Et toi, aujourd'hui, maintenant, tu dis que ouais, il faut respecter la personne qui a massacré ton grand-père. Il faut massacrer la personne il faut respecter la personne qui a massacré ton grand-père. Il faut respecter les gens. Il faut respecter le culte. Et ils respectent nos cultes. Ils respectent nos cultes, ils respectent nos gens. Quand à longueur de journée, ils ont mis des noirs vampirisés dans des mosquées, dans des églises dites protestantes, catholiques, tout ça, qui passent là, à bas Satani, à bas les fétiches, à bas Zapata, à bas les choses. Ils ont respecté tes ancêtres. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la réciprocité en diplomatie? La réciprocité, tu me respectes, je te respecte. Si tu attaques ma côte ouest, j'attaque ta côte est. C'est ça la réciprocité. Donc, ils ne nous respectent pas. Ils ne nous ont jamais respectés. Et c'est ce manque de respect-là qui fait que nous sommes aujourd'hui dans les conditions où le peuple noir africain est. C'est pas autre chose. C'est pas... Ils ne nous ont jamais respectés. Jamais, 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 jamais. Pourquoi ils ne nous ont jamais respectés? Voilà, c'est des questions, voilà, par exemple, sur lesquelles on peut réfléchir ensemble. Oui, on peut réfléchir sur ça ensemble, encore que j'ai mes conceptions là-dessus. Donc, on revient aux commentaires de mon frère, parce que quand j'ai lu ces commentaires ce matin, j'ai éclaté de rire, je ne savais pas trop quoi dire, mais je ne peux plus laisser ces choses continuer comme ça, enfin. Quand moi je parle, il ne faut plus me dire ces choses-là. Si j'ai déjà dit, si vous n'êtes pas content de mes propos,
le retirer de vos amis et vous fracasser. L'amitié n'est pas une obligation pour qui que ce soit, ou vous n'êtes pas obligé de suivre ceux qui ne disent pas des choses qui ne vont pas dans vos sens. Hein. Vous n'êtes pas obligé. D'accord? Donc, alors, mon frère dit que, toujours en relevant mes amalgames, je fais un amalgame quand je considère la religion. Bon, je le lis d'abord. Bah, des amalgames t'en fais, hein, déjà en considérant la religion islam comme un problème. Faux. Le problème, c'est l'islamisme. Donc, il répète un peu ce qu'il a dit en haut. Donc, je crois qu'on a déjà répondu à ça. Ces deux thèmes n'ont rien à voir ensemble, et en appelant à chasser l'islam, tu entends par là chasser les musulmans d'Afrique. Point. Ah. J'entends là, moi, j'ai dit on va chasser les musulmans d'Afrique. Moi, j'ai dit ça. Non, on ne peut pas les chasser, ils vont aller où? On a besoin de pour travailler. On a besoin de pour travailler. On ne peut pas les chasser. On va les forcer à se convertir de force. Parce que les religions qu'ils prennent là, les ont justement convertis, les ont justement forcés à se convertir en ça. Nous avons le pouvoir aussi de les reforcer à se reconvertir et retrouver leur route. Parce que oui, comme je l'ai expliqué la dernière fois dans une vidéo, ces religions fonctionnent avec des égrégores. Et les égrégores, c'est rien d'autre que tu penses que ça existe, mais ça n'a pas existé, ça ne peut pas exister. Maintenant, cette foi, cette manière de prier, l'accumulation de prières que tu envoies à cette chose-là, ça commence par lui faire donner vie. Donc, les frères qui prient l'islam, prient un égrégore, prient des égrégores. Qui je suis pour le dire? Ben, je suis quelqu'un qui est allé un peu à l'école et qui a lu et qui a fait des recherches. Hein? C'est celui que je suis pour le dire. Bon, donc, on ne peut pas chasser nos frères musulmans d'Afrique. Mais on va les forcer à ne plus être musulmans. Et quand tu parles de chasser nos frères musulmans d'Afrique, moi-même qui te parle, dans ma maison, ma famille, mes frères et soeurs et moi, mon papa, maman, on est divisés deux. Donc, il y a des gens qui vont à l'église catholique, il y a des gens qui vont à la mosquée. Et les jours de fête des deux religions là, on fait les deux ensemble, on s'en fout. Genre, ah, c'est la fête de vous les musulmans, on fait. C'est la fête de on fait. Moi-même là, j'allais à l'église. J'ai été Samuel. Pendant 18 ans de ma vie, je faisais enfant de cœur, comme vous dites là. 18 ans de ma vie, j'ai fait enfant de cœur. J'ai été baptisé, communié, confirmé. Jusqu'à mes 16 ans, ma grand-mère était prête à tout parier que j'allais être prêtre. Moi, Didier, aujourd'hui, là, si on te dit que je devais être prêtre un jour, est-ce que tu crois? Non. Donc, c'est pour te parler. De la même manière dont des gens viennent, non, j'ai quitté le vaudou, j'ai retrouvé Jésus. Non, 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 non. Tu n'as pas quitté le vaudou et tu as retrouvé Jésus. Tu as quitté les mauvaises pratiques que tu faisais dans ton sanctuaire là-bas et qui te hantaient la nuit. Et tu as commencé par fuir à la recherche de quelque chose pour t'échapper. Et justement, des gens comme vous que Jésus prend. Des gens comme vous, Jésus prend. Pour que les gens disent que, regardez, il faisait le vaudou. Il faisait des choses et puis, regardez, il a pris la vie en Jésus et puis, ouais, ou bien l'islam, ouais. Les mêmes qui nous disent que nous faisons du fétichisme, tout ça là. Vous voulez qu'on parle du Coran et de la Bible? Moi, je le dis et je le confirme aujourd'hui. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il m'appelle, il m'écrit ou bien on se parle. Tout ce qui est écrit dans la Bible et le Coran, c'est exactement les mêmes phrases. Surtout dans les psaumes là. Ce qui est écrit dans les psaumes, c'est exactement les mêmes phrases que racontent les prêtres que vous appelez prêtres vaudous dans les sanctuaires quand ils veulent faire des libations, des appels. C'est les mêmes choses. Les gens qui disent qu'on ne doit pas parler, et qu'on appelle, on ne doit pas parler de nos fétiches, de nos gongongs, de nos choses devant l'islam, devant... Tu vois le territoire qu'on appelle l'Égypte aujourd'hui. Vous avez vu toutes les photos des pharaons
qu'ils ont chaque fois découvert, ou des 27 prêtres qu'on a découvert la dernière fois, ils sont habillés en quoi? Regardez bien, allez chercher. Ils sont habillés en quoi? Ils sont habillés en egungun. Et ça rejoint la momification des pharaons là. Ça rejoint le culte des egungun qui se passe en Afrique de l'Ouest. Si vous ne connaissez pas, vous demandez, on vous explique. Moi, j'en ai fini pour ça. Donc, mon frère, je ne peux pas chasser les musulmans d'Afrique. Parce que les musulmans d'Afrique, ce sont juste des frères qui sont perdus, qu'on doit aider à se reconvertir, de même que les chrétiens d'Afrique. Moi, je ne vous dis pas d'aller faire du vaudou, comme je le dis toujours. Je ne vous dis pas non plus d'aller faire du kémitisme forcément, comme je le dis toujours. Mais moi-même qui vous parle, je ne suis même pas kémite. Je ne suis pas kémite parce que quand tu commences pas à parler comme ça, justement, les gens disent, mais toi, tu es kémite. Peut-être que je vais finir par être kémite parce que justement, je suis à la quête de cette spiritualité-là qui va me permettre d'être en harmonie totale avec moi-même. D'accord? Donc, oui, si je pense que le kémitisme, en plus de faire la promotion de mes ancêtres, de la mémoire de mes ancêtres, de l'histoire de mes ancêtres, peut m'apporter la paix personnelle, parce que je ne peux pas parler de paix pour tout le monde, ma paix personnelle et la paix pour le monde. Bien sûr que je serai kémite. J'ai été catholique pendant des années de ma vie, ça ne m'a rien apporté. Pourquoi est-ce que je ne serais pas le kémitisme, même si bon, ça risquerait de ne pas m'apporter quelque chose. Mais malheureusement, encore, je ne suis pas encore kémite. Ça arrive. Si vous insistez, vous allez voir le kémitisme. Mais je ne suis pas kémite. Donc, non, on ne peut pas chasser nos frères musulmans d'Afrique, mais on va les aider à se reconvertir. Et comment on se reconvertit? Comment on se reconvertit? On se reconvertit en acceptant la connaissance. Voilà. On se reconvertit en acceptant la connaissance. Si tu n'acceptes pas la connaissance, tu ne vas jamais te convertir. Tu vas juste rester dans les religions de bêtes comme ça, là, et dire des choses bêtes, faire des prières. Mais la reconversion se passe dans l'acceptation de la connaissance. Hein? Dans l'islam et les trucs là. Moi, j'ai le Coran. Hein. J'ai le Coran. Je viens d'expliquer tout à l'heure que j'ai des origines musulmanes. Donc, j'ai le Coran. J'ai aussi la Bible. Ma Bible que je lisais. Hein? J'ai même la Bible des Juifs. J'ai même ça. Donc, je sais de quoi je parle. Si je ne sais pas, je n'aurais jamais osé faire cette vidéo, même montrer mon visage. Donc, j'arrive au point culminant. Combien penses-tu qu'il y en ait des musulmans? C'est très offensant tes propos envers cette communauté. Tu devrais t'en excuser. Les excuses que je présentais en début, c'est certainement pas pour ça. D'accord? Ce n'est certainement pas pour ça. Si un noir musulman pense que ce que je dis, l'offense là, il n'a qu'à prier là pour que Allah me punisse. Plaisir. Il n'a qu'à prier là, Allah n'a qu'à me punir fort. Mais si un frère noir, à la quête de lui-même, veut savoir ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se fera, il n'a pas besoin de mes excuses. Il n'a même pas besoin de mes excuses, il a juste besoin de dire « Ah, j'ai compris » et prendre sa route. D'accord? Donc, continuons. Est-ce que je devrais présenter des excuses aux musulmans arabes? Est-ce que moi, Didier Bidé, fils Yoruba, de mes parents, de mes origines, parce que moi, j'ai fait la recherche, dès que j'ai commencé par tiquer sur cette histoire, j'ai fait la recherche et j'ai fait qu'on appelle le tracé de l'histoire, par exemple, de ma famille ou de mon truc là, de mon clan, jusqu'à aujourd'hui. Non, désolé de vous le dire comme ça va choquer les gens, mais like, from Egyptian, you know, nous sommes de Kama. Donc, moi, fils de là-bas, descendant des premiers hommes ayant piétiné la terre, ou touché la terre si vous préférez. Moi, je vais présenter des excuses à des gens qui tuent les gens à tout hasard parce qu'on dit, mais ce que tu dis n'est pas compréhensible, parle un français plus clair. Non, on te coupe la tête. C'est-à-dire, non, on te coupe la tête. On explose tout. Moi, je vais présenter des excuses à ces gens pour dire quoi? Parce que j'ai peur qu'on me coupe la tête. Ma tête, vous pouvez couper ça? C'est peut-être petit comme ça, mais gars, ce qui va couper ça,
C'est peut-être un coupe qui coupe, mais ça va juste faire que vous ne pouvez pas. Je n'ai rien à dire, aucune excuse à présenter à un musulman, encore moins à un arabe. Je peux lui parler, on peut parler, faire de la réconciliation, mais je ne présente pas d'excuses. D'ailleurs, le peuple que je représente, ou le peuple dont je suis ici, attend toujours des excuses depuis des millénaires. On n'a pas eu. Donc, qu'un frère noir ne me dise plus de présenter des excuses pour n'importe quelle autre raison. Bon, si j'ai fait quelque chose, des choses comme ça, et puis on me dit, vas-y, présente des excuses ou reconnais ta faute, ça c'est un truc. De présenter des excuses à des musulmans, des choses de mettre comme ça et tout. Bref, donc, après, mon frère continue en disant, en France, il y a encore pas si long, un professeur fut décapité pour avoir fait son boulot au collège. Ça, c'est du radicalisme de l'islamisme. L'islam n'a jamais demandé de prendre la vie de qui que ce soit. Elle prône plutôt la paix. J'ai expliqué tout à l'heure l'islam en disant soumission. Dès que tu dis, enfin, ça c'est pour les Arabes. Parce que l'islam, tel que l'on décrit soumission, ne veut certainement pas dire soumission. Non, 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 non. Ça ne veut certainement pas dire soumission islam. Islam ne veut pas dire soumission. Je suis désolé. Mais les Arabes ont pu réussir à dire soumission pour que tous les gens se soumettent à eux. Parce que eux, c'est leur plan de conquête du monde qui est là. Les Locodem, eux, leur plan de conquête du monde, c'était le christianisme. Au début, qu'ils ont d'abord emporté chez eux pour pouvoir soumettre leur propre peuple. Une fois maintenant qu'ils ont fini cette soumission de leur propre peuple, et ils voulaient maintenant récupérer ou voler ou substituer aux Arabes ce qu'ils ont volé aux Noirs, qu'ils ont amené le catholicisme ou bien le christianisme là en Afrique d'une autre manière. Donc, les gens qui essaient de trouver des raccourcis pour trouver leur grand-père qui serait quelqu'un de béni dans la Bible ou dans le Coran, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous êtes en train d'être vampirisé. Donc, tout ceci ramène à la conclusion maintenant de la situation de ce qui se passe au Mali. Et là, j'ai fini avec les commentaires du frère et je me suis expliqué. Tu m'as fait parler pendant 1 heure, le frère. Donc déjà, tu me dois une bouteille de quelque chose que je dois boire. Je ne bois pas l'eau, ni des jus. Souvent, je bois du vin ou du champagne. Il faut voir. Si tu as besoin de mon adresse pour livrer, tu me dis, je t'envoie l'adresse et tu livres. D'accord? Donc, le frère, on va conclure du Mali parce que j'ai des choses à faire. Le Mali est entré dans une guerre religieuse. Les histoires de Barkhane, de Serval, c'est pour vous dormir. Vous n'allez jamais finir la guerre avec la France, avec Barkhane et Serval là. Parce que déjà la représentation même, le nom représentatif même de ces opérations sont des noms qui habilisent le totem malien. Ce sont des noms qui vont en combat contre la représentation totémique du Mali. Serval, un animal félin, genre, mais pas de la race des lions, let me read it for you, pas de la race des lions, ni des panthères, des guépards, de tout ça. Mais c'est un animal, il est là, il est chelou. On appelle ça serval. Cet animal, il dévore, c'est un carnivore comme tout autre. Mais eux, c'est que même eux là, les Maliens, genre, les animaux totémiques des Maliens, hippopotames, et qu'on appelle lions, et panthères, tout ça là. Et ils ont dit, le serval là, ce n'est pas de notre famille. Mais la France veut aider ces animaux là et leur amène le serval. Vous savez ce que c'est? En tout cas, la deuxième opération, une fois que le serval s'est assis, on a créé Barkhane. Barkhane, c'est quoi une Barkhane? Barkhane, c'est une dune mobile en forme de croissant dont les cornes s'allongent dans le sens du vent dominant. Barkhane, dune mobile en forme de croissant dont les cornes s'allongent dans le sens du vent dominant. Ça explique pourquoi
parlais tout à l'heure de la fin des opérations conjointes. Le vocable fin des opérations conjointes au Mali. C'est-à-dire que si on ne fait plus opération avec vous, il se pourrait bien qu'on ait nos propres opérations ou des opérations à faire avec quelqu'un d'autre. Il se pourrait bien qu'on ait nos propres opérations à faire ou encore des opérations à faire avec quelqu'un d'autre. Peut-être le dominant. Peut-être le dominant. Qui serait le dominant alors? Qui serait le dominant? Si ce n'est pas le peuple malien qui est dominant, qui serait le dominant? Donc les gars, mot par mot, comme il y a un jeu qui dit qui le promue mot par mot, mot à mot. Quand les situations s'opposent, récupérons les mots M-O-T-S. Décortiquons-les pour trouver les mots M-A-U-X avant de nous attaquer entre frères. Je ne sais pas, quand tu viens me donner un exemple de la tête d'un professeur qu'on coupe à Paris, c'est son problème. C'est quoi? Tu veux dire quoi? Il se pourrait qu'on me coupe la tête? Quand tu me dis ça, tu veux qu'on me coupe la tête? Tu veux qu'on me coupe la tête ou je ne comprends pas? Donc, sciencez vos mots avant de parler. Sciencez vos mots avant de parler. Et je vous ai déjà dit, on est entré officiellement dans l'ère de la science. L'ère de la science. C'est-à-dire quoi? Moi, par exemple, ok, la preuve que nous sommes dans l'ère de la science. Toutes les informations que je pourrais avoir débitées ou certaines grandes informations que je pourrais avoir à débiter sur la politique, l'économie ou plein d'autres domaines encore. Genre, c'est même pas difficile de les avoir en fait. C'est ça qui est drôle. C'est même pas difficile de les avoir. C'est ça qui fait mal. C'est pas difficile de les avoir. C'est là sous vos yeux. Ça passe comme ça. Parfois, tu n'as même pas besoin de lire pour trouver ça. Tu n'as même pas besoin de comprendre une langue pour trouver ça. C'est même dans les faits. Simple. D'accord? Donc, une fois qu'on aura réglé ces problèmes de se laisser trahir par des mots, par des concepts, par des gens qui nous vampirisent, qui ont un seul objectif. Ils nous ont déjà cerné. D'accord? L'encerclement du peuple noir d'Afrique a commencé. Ce n'est pas maintenant. Les gars d'Afrique du Nord étant déjà installés là depuis qu'on appelle le début de l'expansion arabe en 632 par là. Quand les Occidentaux, eux, vont venir en 1400 ou débuter en 1400, eux, ils vont nous encercler par le bas. Ils vont nous encercler par le bas. Cet encerclement qui a dû connaître une suspension du fait de Nelson Mandela ou de l'épopée en griffe de Nelson Mandela a quand même continué de manière sourdine. Aujourd'hui, tu vas au Zimbabwe, tu vas dans certains pays, mais les Arabes viennent acheter nos terres. Vous êtes sérieux que vous vendez vos terres et vous allez habiter où après? Vous voulez venir habiter au Canada ou bien vous voulez aller habiter où? Mais vous voulez aller en Amérique. Pour faire quoi? Vous ne savez pas que les négros là, sur ces continents, même qu'en France là, tu peux être en train de marcher comme ça, on t'arrête, on te menotte et puis si tu as la malchance, c'est que un pistolet se dandine, ça finit dans ta tête. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Et vous aussi, les frères, nous qui sommes ici, je ne vais pas dire vous, nous qui sommes ici, il est de notre devoir. On ne vous demande pas de ne pas faire la belle vie ou de ne pas être heureux, de ne pas profiter de la vie. Mais il est de votre devoir ou de nos devoirs de faire les vrais constats et d'envoyer les vraies informations à nos frères en Afrique. Moi, par exemple, je l'ai déjà dit, j'ai même dit ça à mes parents. Je ne peux pas aider quelqu'un à venir au Canada, je ne veux pas. Je pourrais le faire, tout ça, mais ça ne m'intéresse pas. Car restez dans vos pays là-bas. Gérez-vous là-bas. Vous voulez venir faire quoi ici? Parce que, écoutez, je vous explique statistiquement, vite fait, ou échantillon pris, sur 10 noirs,
dans ces pays-là, Sud-Dinois, on prend la France, on prend les États-Unis, on prend n'importe quel pays d'Europe, on prend même le Canada, Sud-Dinois qui rentrent dans ce pays, c'est seulement 1 ou 2, maximum 3, qui auront un emploi, un salaire, une vie décente. Les 7 autres là, ils auraient pu contribuer à beaucoup plus de choses en Afrique. Maintenant, ils vont rester ici. 4 à 5 vont avoir une limite, ils vont se débrouiller dans la vie, ils vont faire des choses, tu comprends? Et les 2 autres ou 3 restants, c'est fini, c'est mort. Ils doivent retourner, ils auraient dû retourner, ou ils auraient même jamais dû ne pas venir, ou en tout cas, ce n'est certainement pas dans le circuit, ce n'est certainement pas dans le circuit normal de la richesse qu'ils vont faire de la richesse, c'est impossible. Et les 5 dont j'ai parlé, quand ils disent qu'ils vont mener une vie, c'est les boulots qu'ils vont faire ici là, pour mener cette vie-là, c'est les mêmes boulots qu'ils vont refuser de faire en Afrique. Donc, reprenez-vous. En tout cas, moi aussi j'ai compris. Reprenons-nous, je devrais dire alors. Donc, c'est ça le problème. Donc, mon frère, je n'ai pas appelé ton nom. Donc, par respect, je n'ai pas appelé ton nom. Donc, alors, il se pourrait que des gens veuillent savoir qui il a dit. Non. Je n'ai pas de problème avec un frère ou avec un proche ou avec un noir en tant que tel. Mais nous sommes dans une ère où on ne peut plus laisser le mensonge dicter la voie à la vérité. Surtout ces mensonges. Tout le monde ment, hein? Tout le monde ment. À la seule exception que je viens de parler avec vous pendant près de 2 heures, je n'ai pas menti. Parce que sur ces genres de sujets-là, on ne peut pas mentir. On ne peut plus mentir. Et même si j'avais menti, j'ai menti pour le bien de mon peuple. J'ai menti pour le bien du peuple noir. Les Arabes ont menti pendant des siècles, des décennies, des millénaires pour le bien des Arabes. Les Occidentaux, ils mentent tous les jours. Si je prends mon téléphone, je regarde maintenant live là, je vais trouver un mensonge. Pour le bien de leur peuple. Pourquoi est-ce que moi, vous voulez m'empêcher de mentir alors si vous estimez que je mens? C'est pour votre bien que je mens. D'accord? Alors, encore que je ne mens pas. Donc, sinon, si vous estimez que je mens, vous m'apportez des preuves. Mais c'est ce que je voulais dire. Le Mali est dans une guerre religieuse qui elle-même est une sous-composante de la grande guerre raciale qu'on nous mène depuis des millénaires. C'est la grande guerre raciale, genre, c'est la plus longue des guerres. C'est à l'intérieur de la guerre raciale qu'il y a la guerre économique. C'est à l'intérieur de cette guerre qu'il y a ce qui se passe actuellement au Mali, en Libye, tout ça, genre, donc, des guerres religieuses. C'est toujours à l'intérieur de cette guerre qu'il y a la guerre actuelle, le corona. La crise sanitaire ou guerre sanitaire, c'est toujours dans la guerre raciale. Si vous n'avez toujours pas compris depuis 2 ans, qu'on vous montre alors les choses, c'est que vous n'êtes certainement pas décidé à comprendre quoi que ce soit. Donc, n'agacez pas ceux qui ont compris. Donc, c'est le message que j'avais à vous laisser ce matin. Et puis, restons sereins. Il n'y a rien qui va se passer. D'accord? Personne ne peut couper des têtes d'un négro comme moi. Yo, ça va être difficile. Hein? En tout cas, si un arabe ou quelqu'un ou des gens qui penseraient qu'ils ont de la compétence en coupure de tête voudraient s'essayer, qui s'essaie. D'accord? Nous, on est protégés par des choses plus fortes que des histoires de faire des kamikazes pour aller récupérer des vierges au paradis ou des élèves. Vous êtes fous? Car quelqu'un qui veut te donner des vierges, au moins vous identifiez vos vierges avant de mourir. C'est quoi ces choses-là? Il ne faut pas en parler, il faut respecter l'islam. Que l'islam est une religion de paix. Depuis quand l'islam serait une religion de paix? Depuis quand l'islam serait une religion de paix? Les gars, arrêtons ça, arrêtons. Réveillez-vous. Et ce message que je viens de laisser, si quelqu'un l'entend, le comprend, qu'il le diffuse à un autre frère, à sa famille, à ses proches. Parce que ce qui se passe au Mali, c'est ce qui se passe au Burkina, c'est ce qui se passe au Niger. Et une fois qu'ils auront dominé cette zone-là, j'ai oublié, c'est ce qui s'est, un exemple, c'est ce qui s'est déjà passé
en Mauritanie. C'est ce qui s'est déjà passé. C'est la Mauritanie qu'on a aujourd'hui, le résiduel Mauritanie qu'on a aujourd'hui là. C'est ce qui se passe au Mali là, qui s'est passé là. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a encore juste quelques années, 20 ans, 30 ans derrière. Donc, ce n'est pas nous le problème. Ce n'est pas nous. En tout cas, pas moi. Moi, je ne peux pas être un problème. On est tous d'accord pour dire que moi, je ne suis qu'une petite fourmi dans le truc. Je ne suis pas un problème. Vous savez, tous au fond de vous, chacun de vous sait ce qu'il est problème. Et le jour, comme un ami le dit souvent, le jour où tous les Africains vont se lever et taper du pied sur le sol, on n'a pas besoin de faire de guerre. Le sol va trembler, des gens vont détaler. Tous les Africains, visualisez-vous un peu l'image. Tous les Africains qui se lèvent et qui tapent du pied sur le sol. Imaginez-vous 40 millions de négros minimum aux États-Unis. 20 minimum en France. En Afrique, on ne parle pas. Nous sommes plus de 800 millions, pour ne pas dire 1 milliard. Rien que je ne parle pas des gars là. Je parle des noirs. Nous sommes près du milliard déjà. Rien que nous, je ne parle pas des variétés. Je parle rien que de la couleur noire. Nous sommes plus du milliard. Et même encore, ces gens-là qui disent que c'est de la propagande. C'est de la propagande. Et c'est pour ça que souvent aussi, moi, j'ai du mal contre nos médias. Quand ils passent leur temps à raconter à la télé, le président fait ceci, le président fait cela. Pendant ce temps, chaque jour que Dieu fait, les autres avancent dans leur plan en diminuant autant de noirs qui puissent le faire. En diminuant. Ce n'est pas forcément en nous tuant, en nous rabaissant, en nous bloquant, en nous mettant dans des conditions professionnelles qui ne disent pas le nom. Il y a plein de choses. Pendant ce temps, nous, on fuit en fait, l'immigration de Topal. Vous voulez fuir l'Afrique pour venir ici, là. Vous pensez que, dans le fond, ça ne les dérange pas. Hein? Non, ça ne les dérange vraiment pas. La seule chose, c'est que bon, quitte à ce que vous venez ici, venez avec un peu d'argent pour que nous prenions ça chez vous. C'est ça ils disent. C'est pour ça qu'on dit qu'un pays est pauvre, mais pour recevoir ses étudiants, quand ces étudiants arrivent pour étudier chez vous, alors que vous savez très bien que ce pays est pauvre, ces étudiants-là doivent payer 20 fois la scolarité de ce que leurs enfants payent. Et l'argument, c'est pour dire que c'est notre pays, on a déjà développé ça. Donc, les gars, j'espère que ce que j'avais à dire n'a pas paru finalement trop long. Et que même si c'est long, si vous voulez écouter, vous allez prendre le temps de vous asseoir et de l'écouter. Et moi, j'ai pris le temps de m'asseoir et de le dire. Donc, la balle est dans votre camp. À bientôt pour un nouveau sujet. Ciao, ciao.